Donc c'était dit, au mois de février ou de mars 1960, la première expérience atomique française aurait lieu en Afrique avec un engin qui serait plus puissant que celui d'Hiroshima. Les personnes averties rappelaient qu'un engin atomique n'est pas encore une arme et qu'il y a encore loin de l'un à l'autre. Tout essai ne peut donc être que le premier d'une série. À titre de comparaison, les experts précisaient que le Royaume-Uni avait eu recours à 22 essais avant de mettre au point ses armes de dissuasion. Vous imaginez bien qu'à quelques mois de l'échéance du premier essai français, le monde entier s'est mobilisé contre la France. Déjà, au mois d'août 1958, les débats sur le désarmement reprenaient de plus belle au moment des funérailles nationales de Frédéric Joliot. On se moquait un peu, si vous voulez, du don-quichotisme à la française. Ainsi, vous avez Le Monde du 22 novembre 1959 qui sonnait l'alarme et pronostiquait l'appauvrissement et l'isolement diplomatique de la France. Et fatalement, ce qui était prévisible arriva. Au grand regret de notre pays, la 14e session de l'Assemblée générale des Nations unies va s'emparer de l'affaire. L'Assemblée des Nations unies va donc adopter, à la majorité requise des 2/3, la résolution de condamnation des futurs essais nucléaires du Sahara. 15 pays seulement parmi les 82 membres que comptait l'ONU vont soutenir la France. À mesure que le mois de mars 1960 approchait, date donc initialement prévue de l'explosion, la France subissait des reproches toujours plus vifs des nations. Le gouvernement français passa outre. Il faut dire qu'à l'époque, on avait le général de Gaulle, ça aide. Le terrain militaire de Reagan est un territoire aussi vaste, si vous voulez, que le 5e de la France, et il porte le nom de zone 42. Au jour J-2, le service de physique mathématique annonça que la puissance pourrait dépasser 100 kilotonnes, alors que le tir avait été prévu pour 25. À ce niveau de puissance, on risquait des retombées massives dans les régions occidentales, voire même orientales de l'Afrique. Un risque évidemment inacceptable. Alors on refait les calculs et on en arrive à 60. Tout ça pour vous dire qu'on en était à la veille à des suppositions identiques en fait à celles de Los Alamos en 1944. Seule l'expérience pourrait donner la vérité des choses, ça laisse rêveur quand même. Le 12 février 1960, l'ordre est donné que l'on se tint prêt pour le lendemain samedi. Le nom de code de l'opération, Gerboise bleue. Oui, c'est pas un projet Manhattan, c'est sûr, ça a moins de gueule, mais c'est mignon. C'est quand même un moment solennel quand, à Reagan, le cœur de plutonium quitta, dans la nuit, le souterrain sous atmosphère d'argon. Bientôt, le conteneur renfermant le cœur a été chargé sur un camion en direction de la tour Z1 située au point 0. Le convoi, qui comprenait un véhicule de gendarmerie, un camion grue, une voiture de service contre les radiations, une autre voiture où se tenaient les ingénieurs métallurgistes, un camion de secours, une seconde automobile de protection contre les radiations et enfin un véhicule chenillé de la gendarmerie va s'ébranler au milieu de tous les habitants. Là, on a l'impression que je vous parle du pas de tir d'une fusée, mais on n'est pas très loin finalement. À 3h du matin, l'ingénieur météorologiste annonce que le vent est nul au niveau du sol. Donc pas de vent au sol, en altitude vent de 100 à 150 km/h, de direction ouest-nord-ouest. Température au sol, 13 degrés. À 4h du matin, le tir est confirmé. À 5h29, dernier briefing. La météo est toujours favorable. On s'assure à 6h19 que tous les hommes qui étaient sur le site de tir étaient bien rentrés. C'est quand même la moindre des choses, mais pendant un instant, on a eu très peur. Et oui, un homme manque à l'appel. Un étourdi s'est laissé enfermer dans Alpha 1er, mais ses chefs finalement vont parvenir à le libérer à temps. La nuit est encore noire sur le désert de Tanesruft quand à H-35, le programme automatique de mise à feu a été enclenché. Il devait s'écouler 34 minutes entre l'ordre de mise à feu et l'explosion proprement dite. 34 minutes à attendre. Dans les postes perdus du Sahara, les soldats attendaient sans trop savoir ce qu'allait se passer. D'ailleurs, chacun avait été prévenu qu'une lueur aveuglante surgirait vers 7h du matin en direction d'Amoudia et qu'elle précéderait le lever du soleil. On n'entendait plus que les haut-parleurs, égrenant les ultimes secondes. Les témoins savaient qu'ils devaient se protéger les yeux, tourner le dos au moment de l'explosion. Ils avaient lu
et relu la brochure réglementaire, écoutez bien ce qui était indiqué, ça reste la France, se tenir assis au sol, le dos tourné à l'explosion, se protéger de l'éclair thermique en mettant les 2 mains dans les poches et un bras devant les yeux pour ne pas être aveuglé par la lueur. Oui, vous avez bien entendu, 2 mains dans les poches et un bras devant les yeux. Vous pouvez sentir le cocasse de l'instruction. Plus que 50 secondes, 21 ans de recherche, de travaux peut-être anéantis dans 50 secondes. Et puis les dernières secondes, à 7h04, très exactement, l'explosion a eu lieu. Une aurore artificielle s'est levée. Tout se passa dans le plus grand silence. Les témoins d'Amoudia se souviennent encore de la lueur qui a filtré à travers les lunettes noires et les paupières fermées. Ils ont ressenti alors une bouffée de chaleur traverser leurs vêtements et frôler leur visage. Une impression, certains ont dit, de fer à repasser très chaud. Bientôt, ils se sont mis debout, jetèrent leur regard en direction du point zéro. La boule de toutes les couleurs bourgeonnait, lumineuse, blanche au sommet, mauve à la base, s'élevant dans le ciel en grossissant peu à peu. Mais alors que les témoins étaient tout yeux, si vous voulez, bientôt ils ont été tout oreilles. L'onde de choc roulait et grondait de façon terrifiante. En fait, ils ne l'attendaient plus, pour tout dire. Et bientôt, elle atteignit les petites baraques d'Amoudia. Les hommes ont senti un souffle de tornade. Les uns ont été soulevés en l'air, les autres renversés, et puis le bruit roulant, assourdissant est passé. Ceux qui étaient à Regan, à 60 km du point zéro, ont vu de la boule blanche du champignon atomique qui commençait bientôt à rougir et ont compris que l'essai avait réussi. Alors, ingénieurs et soldats présents ont applaudi et tous se sont embrassés évidemment. 21 années d'efforts venaient de toucher au but. Au point zéro, la Terre a été calcinée sur une grande étendue circulaire qui a pris une couleur noire. Le rayon de la trace au sol pouvait atteindre 1 kilomètre. Les poussières radioactives se sont élevées très haut dans le ciel. Autour du point de l'explosion, tout le matériel militaire qui avait été disposé a été retourné. Une impression de chaos, évidemment, régnait, mais l'esprit farceur n'avait pas abandonné les hommes du CEA. Les chaussures de certains mannequins semblaient avoir terriblement vieilli en une nuit. En fait, des petits plaisantins s'étaient amusés dans la nuit à remplacer les chaussures neuves des mannequins par leurs vieux godillots. C'est assez marrant. De Gaulle, lui, a dû attendre de longues minutes que le téléphone sonne à l'Élysée. En fait, gagné par l'inquiétude, c'est incroyable, c'est lui qui a pris le téléphone et a appelé à 7h10 Pierre Messmer en lui demandant si l'essai avait raté ou avait été reporté. Le ministre des Armées rassure le président en disant « tout a très bien marché ». Et le général, imaginez le général de Gaulle quand même, qui aurait dit à son ministre « mais et moi alors, j'avais dit que vous me préveniez immédiatement, un peu plus, je l'apprenais par la radio ». C'est à cet instant que le président a écrit les mots fameux, vous savez, du télégramme qui a été adressé à 7h46 à Pierre Guillaumat. Le télégramme était d'un enthousiasme sans frein. « Hurrah pour la France ! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond du cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce magnifique succès. »